Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit épisode dédié aux retraites. Je vous propose donc de corriger ça. En pleine discussion de budget et notamment de la suspension de la réforme des retraites, depuis hier soir on a eu droit à une petite avalanche d'idées plus mauvaises les unes que les autres, et on va commencer par l'idée de Gilles Raveau, enseignant, économiste et journaliste. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est de gauche ce monsieur. Quoi qu'il en soit, on écoute sa proposition. Les retraites, c'est de très loin la première dépense sociale, donc c'est celle-là qu'il faut réduire. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Est-ce qu'il faut le faire brutalement? Non. Si, il faut le faire brutalement. Il faudrait les réduire d'environ 20%. Et plus tu attends, pire ça sera, parce qu'il y aura de moins en moins d'actifs pour payer les retraites. Donc même cette réduction de 20%, qui n'est pas un petit chiffre, ne suffirait pas à long terme pour résoudre le problème immense que sont les retraites par répartition. Il faut un changement de système en parallèle. On peut réduire la dépense sociale sur la retraite? Comment? Oui. Alors ma proposition, elle est très simple. C'est que effectivement, il faudrait arrêter de paniquer tout le monde. Il n'y a pas d'urgence à baisser rapidement les retraites. L'idée, c'est pas de faire paniquer tout le monde. L'idée, c'est de permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a un réel problème avec les retraites. Et les retraites étant le premier poste de l'État, au sens large, sécurité sociale, etc., c'est aussi donc le plus gros problème. Et ce qui est bien avec ce problème, c'est qu'il y a une solution toute faite, qui s'appelle la capitalisation. En plus d'une baisse des pensions pour arrêter de s'endetter pour payer ce genre de choses. Il y a urgence à agir et à avoir une prise de conscience. Donc, moi, ma proposition, je l'offre aux partis politiques. On sait qu'aujourd'hui, il y a une inégalité de taxation entre les pensionnés et les gens qui travaillent. Évidemment, il va dire qu'il faut baisser les impôts sur les gens qui travaillent. Il y a une double inégalité. Il y a l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu pour frais professionnels, ce qui est assez drôle, pour les retraités. À Fouera. Et des taux de CSG, je ne rentre pas dans les détails, qui sont inférieurs. Moi, ce que je propose, c'est que sur 10 ans, on ramène la fiscalité des retraités au niveau des gens qui travaillent. Ah bah non, il a proposé l'inverse. D'augmenter les impôts sur les retraites. Et en plus sur 10 ans. Alors Gilles, au lieu de effectivement réduire les retraites en passant par un impôt, plus simplement, tu supprimes complètement l'imposition sur les retraites, pour qu'il n'y ait pas d'aspect l'État te donne X euros mais te reprend Y, qui est un peu stupide. Tu réduis les retraites de 20% plus la différence qui est faite en supprimant les impôts sur les retraités. T'étales ça sur 3 ans, on va dire, en priorisant les grosses retraites, par exemple celle des ministres. L'objectif, c'est pas de faire passer quelqu'un qui a 800 euros de retraite à 600. Et en parallèle, tu supprimes par exemple la CSG et les autres impôts complémentaires qui sont utilisés pour compléter ce que les cotisations sont censées faire. Avec le différentiel d'impôt, tu dis aux gens « Bon allez, il va falloir commencer à capitaliser » et tu peux commencer ta transition comme ça. Tu règles le problème immédiat, s'endetter pour payer des retraites. Tu règles le problème moyen-long terme en lançant une partie de capitalisation, et plus le temps passe, plus tu peux baisser le pourcentage de répartition, jusqu'à arriver à un filet de sécurité, comme en Suisse où par exemple si ton revenu est plus de 1000 euros, l'État ne te donne rien, mais s'il est en dessous, l'État compense, pour arriver à 1000. Et là, tout le monde est content. Ceux qui n'ont pas pu bien capitaliser pendant leur carrière, parce qu'ils avaient un salaire trop faible, ou un minimum assuré, et tous les autres peuvent s'enrichir, parce qu'il y aura des cotisations répartition beaucoup plus faibles. Si on en doute, on regarde la Suisse. Je sais pas pour vous, mais je préfère largement ma solution à celle de Gilles. Donc comme ça, on a une visibilité. Et donc les retraités qui ont une bonne retraite, puisqu'évidemment l'impôt sur le revenu ne frappe que les retraités qui ont des retraites suffisantes, ils savent que leur niveau de vie va s'effriter effectivement année après année. Mais donc je maintiens l'indexation des retraites sur l'inflation d'une façon générale et simplement en ramenant la fiscalité des retraités au niveau des actifs, au bout, il y a quelques dizaines de milliards qui sont économisés. Mais voilà, c'est un tiers d'une bonne idée, il manque 2 tiers de l'idée globale. Là, on a juste la réduction des pensions de manière un peu kafkaïenne, en plus. Mais au moins, il y avait un tiers de bonne idée, ce qui n'est pas le cas du prophète Eric, qui lui propose les frites à la cantine tous les jours avec un petit mojito. On ne s'attendait pas à grand-chose d'autre. Non, nous l'avons mis dans notre programme, nous voulons revenir tout de suite à la retraite à 62 ans. On pense qu'on peut facilement trouver les recettes pour ça. Donc là, déjà, c'est les frites à la cantine. On connaît les situations. Par exemple, vous augmentez de 0,25 points les cotisations pendant 5 ans, vous y parvenez. Là, il rajoute le ketchup, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore assez de cotisations en France. Environ 30% du super brut, c'est vraiment pas assez. Et puis, au bout de 2-3 ans aussi, on attend que notre politique économique fasse des effets de relance. Effectivement, revenir vers la retraite à 60 ans, c'est notre programme, mais c'était celui du NFP surtout. Et voilà le mojito, la fameuse politique de relance de LFI qui est de s'endetter encore plus, en gros, qui par un miracle qui sort de nulle part est censé relancer l'économie. Mais bon, une fois que le miracle est arrivé, là on peut encore baisser l'âge de la retraite. Bon, c'est facile la politique en fait. Il suffit de promettre un truc qui coûte une blinde, la retraite à 62 ans, de saigner les actifs pour faire un peu de ketchup avec les cotisations supplémentaires,
et d'un petit miracle pour pouvoir promettre un truc qui coûte encore plus cher. C'est facile la vie quand t'es de gauche, hein. Bon, ce qu'il ne faut évidemment pas dire, c'est que ça appauvrirait encore plus les actifs qui ne le sont aujourd'hui. Comme on le voit dans ce graphique, depuis 2004, globalement, toutes les tranches d'âge d'actifs se sont appauvries, à part les moins de 30 ans, mais on parle d'un niveau de patrimoine suffisamment faible pour qu'une variation de 3% en 17 ans, c'est quoi? C'est 2000 € en gros, quoi. C'est quand même pas énorme. Un autre graphique qui dit la même chose, mais qui est sûrement un peu plus clair, celui-ci. On passe de 10% à 13% pour les moins de 30 ans de 2004 à 2021. On voit que les retraités, ça va. Ils se sont mis bien. Pendant ce temps, aux États-Unis, les millennials, donc les trentenaires et quarantenaires, n'ont jamais eu un patrimoine net aussi élevé, inflation comprise. Mais d'après Eric, quand on sera à 80% de prélèvements obligatoires, là, ça fonctionnera. Un des collègues d'Eric, Aurélien Lecoq, a tenté de donner son avis sur la question. Et le gouvernement propose un amendement pour élargir la suspension de la réforme des retraites aux carrières longues. Ça ne va pas dans le bon sens, c'est pas au moins un pas en avant ? C'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une arnaque absolue, puisque, et le gouvernement l'a dit lui-même, qu'il faudrait faire des économies en conséquence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir partir à la retraite, mais qui ne seront plus soignés, qui ne pourront plus bénéficier de soins lorsqu'ils iront à la pharmacie, puisque les franchises médicales auront doublé. Il est dans le même parti que Eric, hein. Il soutient la retraite à 60 ans en disant, déjà rien que pour la suspension, que ça va coûter cher, qu'il faudra faire des économies ailleurs, que c'est pas réalisable. Il a 12 de QI, Aurélien. T'as pas l'impression qu'il y a une petite contradiction quelque part? Inspire-toi de Ruffin et dis quelque chose d'intelligent une fois dans ta vie, Aurélien. J'en demande pas beaucoup, je demande une fois. C'est cela la proposition, qui vont voir leur retraite baisser par rapport à l'inflation et qui auront encore plus de mal à faire leurs courses. Et vous trouvez que c'est une avancée? Non. L'avancée aujourd'hui dont nous avons besoin, qui est majoritaire dans le pays et à laquelle la Macronie s'oppose depuis le début, c'est la capitalisation. C'est l'abrogation de la réforme des retraites et le retour à la retraite dans un premier temps à 62 ans pour tout le monde. Et vous le savez, la France insoumise se bat, elle, pour que nous puissions même toutes et tous partir à 60 ans. Donc la suspension, ça coûte trop cher, ça demande des baisses de pension, mais l'abrogation, pas de problème, alors que c'est une suspension éternelle. Et l'abrogation, c'est même pas suffisant, il faudrait dépenser encore plus pour 60 ans. Je comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Pas grand chose à mon avis. Mais c'est quoi, 62 c'est plus grand que 60? Donc la retraite à 60 ans c'est censé coûter moins cher? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très très graves. Le reste, ce sont des espèces d'arnaques présentées aux Françaises et aux Français comme telles, puisqu'on va nous présenter là un budget qui doit faire à minima de nouveau 12 milliards d'économies sur le dos des malades et des retraités. Alors que la retraite à 60 ans, c'est une arnaque présentée comme une avancée sociale. Mais si tu ne veux pas baisser le niveau des pensions, Aurélien, tu touches soit aux cotisations impôt-dette, soit à l'âge de départ. Évidemment qu'ils choisissent cotisation impôt-dette, mais le recul de l'âge de départ est sûrement la solution la plus douce pour pouvoir passer à l'équilibre. Il n'y a donc aucune avancée du côté du gouvernement, il y a un enfumage généralisé, c'est la dernière chose qu'il leur reste pour tenir debout, et nous le disons, il faut que chacune et chacun à gauche assume ses responsabilités et arrête de se faire enfumer par un gouvernement qui ne va rien changer aux gens. Ça ne veut rien dire assumer ses responsabilités pour un truc de ce style. C'est pas toi qui payes, Aurélien. Toi tu es là, dans ton siège à l'Assemblée, avec tes cotisations et ton imposition fantôme. Tu es bénéficiaire direct de ce système, tu as donc un conflit d'intérêts pour le défendre. Ton avis ne vaut rien, Aurélien. Je ne vais pas demander à Bernard Arnault si Louis Vuitton font des fringues de qualité, je ne vais pas demander à Aurélien Lecoq s'il faut préserver la retraite par répartition. Je ne vais pas demander grand-chose à Aurélien Lecoq, il peut pas m'apprendre grand-chose, je pense, mais particulièrement pour les retraites. À cela, vous me direz, non mais tu n'es pas objectif non plus, puisque tu es déficitaire net à l'État. En effet, je ne suis pas objectif, mais j'ai le grand luxe de pouvoir dire que, au moins, j'ai raison, puisque le système de retraite par répartition est bel et bien en train de s'effondrer. Les actifs actuels recevront moins de l'État que ce qu'ils cotisent, c'est-à-dire que même sans investir, juste en mettant mes cotisations dans un livret A ou même juste dans mon compte courant bancaire, je serai mieux loti qu'avec ce système. Et je dis je, mais tout le monde, en fait. En tout cas, je suis sûr que c'est vrai pour tout le monde qui a moins de 50 ans. Le système de répartition est voué à être de moins en moins généreux. On avait des générations nées dans les années 30 qui récupéraient 4 fois ce qu'elles avaient cotisé. Des boomers nés entre 45 et 65 qui récupéraient 2 fois ce qu'ils avaient cotisé. Aujourd'hui, les générations nées après les années 80 retirent tout juste ce qu'elles sont cotisées. Les générations futures seront-elles suffisamment masochistes pour retirer moins que ce qu'elles auront cotisé? Pas forcément. Pas forcément, je dirais même évidemment que non. C'est pour ça que je parle des retraites en général.
c'est pour mon intérêt personnel, je vais pas mentir. C'est suffisamment évident, je pense. Mais c'est aussi pour les gens moins bien lotis que moi, qui quand ils arriveront à la retraite, toucheront beaucoup moins que ce qu'ils ont cotisé, et pour qui ça sera pas forcément possible de vivre. Et pour ça, la seule alternative, c'est la capitalisation. Le problème, pour l'instant en tout cas, c'est que les seules propositions de capitalisation qu'on a sont mauvaises. La dernière en date qu'on a, c'est celle de Attal, qui raconte tout et son contraire. Le fameux en même temps macroniste. Nous proposerons de créer un nouveau système de retraite qui rendra archaïques les débats interminables que nous avons sur l'âge légal à 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans. Notre système, il sera libre, sans âge légal de départ, mais avec une durée de cotisation par point, avec la capitalisation ouverte. Libre par point, ça ne veut rien dire. C'est l'État qui s'en charge, mais en fait, non. La seule chose qui est claire dans son truc, c'est qu'il y comprend rien. Et là, encore plus récemment, il nous propose de verser 1 000 € à chaque nouveau-né. Comment ça marche son truc? Bonjour Guillaume. Bonjour Pauline. On va donc évoquer cet amendement qui a été déposé par les groupes du Bloc central, présidé par Gabriel Attal, qui permettrait, quand un enfant naît, eh bien d'ouvrir un compte et de placer 1 000 € dessus. L'idée, c'est de soulager le système des retraites. Bah oui, on est sur un débat qui monte depuis quelques mois. Est-ce qu'on est prêt à, comme dit l'expression, instaurer une dose de capitalisation pour assurer la survie du régime des retraites? On n'est pas seulement prêt, on est obligé. Mais bon, ok, 1 000 € par personne. Payé par qui, on se le demande? En parallèle, bien sûr, du système par répartition. Vous savez qu'on fonctionne avec ça aujourd'hui, le système de retraite par répartition. On travaille, on cotise les uns pour les autres et puis on part avec une certaine pension. Mais on voit bien, on n'arrête pas d'en parler, que les chiffres montrent que ce système est à bout de souffle. Et donc, ce qui monte dans le débat, c'est l'idée d'instaurer en France, qui existe déjà dans pas mal de pays, c'est de dire, voilà, on instaure une dose de capitalisation. C'est-à-dire qu'à côté du système par répartition avec lequel on fonctionne, eh bien, on se constitue année après année un petit capital, justement, pour faire en sorte que, finalement, quand vous partez à la retraite, le système par répartition, donc, ait moins d'argent à vous verser. L'idée, c'est de le soulager un petit peu, évidemment. À chaque fois qu'ils en parlent, ils ne donnent pas de pourcentage. Quelle partie sera répartie, quelle partie sera capitalisée? Traduction, à quel pourcentage les cotisations et les pensions baisseront-elles? C'est ça qui est intéressant. Donner 1 000 € à tout le monde, c'est bien gentil. C'est à peine clientéliste d'ailleurs, mais c'est bien gentil. Mais si je dois continuer de donner plus de la moitié de mon salaire à l'État tous les mois, ça va pas nous mener très loin. Et donc, Voilà. c'est ça que propose en quelque sorte Gabriel Attal. Alors, c'est un embryon de ça, parce qu'en fait, vous savez, en France, il n'y a pas de ce qu'on appelle les grands fonds de pension, un peu à l'anglo-saxonne. Oui, ça reste un gros mot chez nous, le fonds de pension en 2025, mais c'est encore que ça commence à bouger dans l'opinion. Et l'idée de Gabriel Attal, c'est de créer quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire de dire à chaque fois que vous avez un enfant qui naît, l'État lui ouvre un compte courant de 1 000 € que les parents ou les grands-parents peuvent alimenter après. Ils peuvent placer l'argent en bourse, ils peuvent acheter des actions, ils peuvent acheter de l'assurance vie. Donc, on se constitue un petit capital comme ça tout au long de la vie. Il y a un large éventail de produits financiers pour ça. Et donc, l'idée, c'est de dire, au moment de la retraite, on ne sait pas dans quel état sera le système par répartition, mais il y aura en parallèle, de toute façon, ce petit pécule pour assurer sa retraite, finalement. Apparemment, de ce qu'il raconte, ça serait plutôt de la capitalisation libre, ce qui est très bien. Mais encore une fois, avec 1 000 €, si on le place pendant 60 ans sur le S&P avec une inflation de 4% en moyenne, bon, c'est pas mal, c'est 33 000 €. 65 ans, 44 000 €. Mais ça te fait pas une retraite, quoi. Parce que c'est bien gentil de dire que les parents pourront alimenter. Mais si on baisse pas significativement les pensions et les cotisations, c'est pas forcément facile. Et il y a quand même cette idée que petit à petit, on y viendra en France à cette On y capitalisation. viendra par la force des choses, parce qu'on voit bien que le système, encore une fois, est à bout financièrement. On est dans des sociétés occidentales qui vieillissent, où il y a de moins en moins d'actifs pour financer le régime. Donc il faut diversifier un petit peu les sources de revenus du système de retraite au sens large. On voit que les Allemands font des propositions de ce sens, que Donald Trump, justement, on en parlait, a fait une proposition en ce sens. Donc oui, c'est certainement l'avenir, car en l'état actuel des choses, on voit bien que les systèmes par répartition ne seront plus suffisants dans nos sociétés occidentales. On continuera à en parler, évidemment. Merci beaucoup à vous, Guillaume. Merci Guillaume, mais pas merci Gabriel. Parce qu'à un moment, il va falloir donner des chiffres qui ont de l'intérêt. Hahaha, intérêt, épargne, vous l'avez? En résumé, on peut pas compter éternellement sur l'État pour financer nos vieux jours. Et puisque le système nous laisse pas trop le choix, autant le commencer à faire nous-mêmes. Donc comme toujours, je ne peux que vous conseiller de commencer à investir. Et en parlant d'investissement, bonjour. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation personnalisée ou une incitation à acheter ou vendre un actif financier. Investir comporte des risques, notamment celui de perdre tout ou partie du capital investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions financières. Pensez à vous informer rigoureusement et, si nécessaire,
à consulter un professionnel agréé. J'ai reçu les fonds de mon assurance vie et de mon PEA. J'ai pu transférer une première partie aujourd'hui, mais vu qu'on est un jour férié, le reste arrivera demain. Je vais me dépêcher parce que je vois une belle opportunité d'acheter quelque chose moins cher. On voit le Nasdaq à moins 0,5 aujourd'hui et une chute du dollar d'à peu près 40%, donc je vais renforcer mon Nasdaq. Je mets un prix limite de 89,13 pour 5000 €. Ça me fait 56 ETF individuels avec 3 € de frais de courtage. Et voilà, c'est acheté. Enfin du moins 50 ont été achetés sur les 56. Je vais attendre un peu pour voir si ça redescend, sinon je modifierai mon prix d'achat. Et voilà, parfait. Pas eu besoin de modifier mon ordre. Je suis passé très rapidement sur l'aspect taux de change entre l'euro et le dollar, mais pourquoi dans le cas des ETF américains, je suis content que l'euro soit si fort par rapport au dollar, alors que pourtant ce que j'achète est en euros? Tout simplement parce que dans le cas du Nasdaq, son prix réel est en dollars. Si on prend deux exemples, le premier avec un taux de change de 1 euro, 1 dollar, et le deuxième avec un taux de change de 1,16 comme on a à peu près aujourd'hui, 1 euro égale 1,16 $. Si j'achète le même ETF au même prix de 100 $, dans le premier cas, je paierai 100 €, puisque 1 euro égale 1 $, et dans le second, 86,2 €. Une autre façon de voir ça, peut-être un peu plus intuitive, c'est de se dire que pour 100 € déboursés, avec un taux de change de 1, on peut acheter un ETF, et avec un taux de change de 1,16, on peut acheter 1,16 ETF. Et dans ce cas-là, si demain on retombe à un taux de change de 1, entre les deux monnaies, mon 1,16 ETF que j'ai acheté à 100 € aujourd'hui vaudra demain 116 €. Ce qui constitue quand même une belle protection contre l'inflation qui nous attend avec la faillite. Attention au sens dans lequel est donné le taux de change. Si à la place de euro par USD, on avait l'inverse USD par euro, le fonctionnement s'inverse aussi, attention. Mais voilà les investissements que je peux faire aujourd'hui en tout cas. Demain, je vais avoir du travail sur mon portefeuille de Giro en bourse. Et pour le minage de Bitcoin, j'ai pu pour l'instant tripler ma puissance de calcul, et donc mon rendement journalier. Je vais essayer de compléter mes achats, mais peut-être que ma banque sera pas trop d'accord, vu que j'ai déjà fait pas mal de virements aujourd'hui. Je vais essayer d'énormément me rapprocher des 500 TH de puissance, toujours pour moi en tout cas, avec le coût en électricité le plus faible, qui coûte plus cher sur le moment, mais avec un rendement supérieur. Ici, le code promo à remplir, je n'en ai pas, mais si la plateforme vous intéresse, lien affilié et code de réduction dans la description. Pareil pour de Giro d'ailleurs. Mais on va tenter de payer. Malheureusement, ma banque veut pas. Ça sera pour demain. Mais voilà, on est encore très très loin d'avoir une bonne solution pour ce qui est des retraites. Enfin, en tout cas, nos politiciens, nos journalistes, nos économistes sont tous généralement très très loin de la bonne solution. Donc, encore une fois, si vous le pouvez, n'attendez pas leur permission pour investir. Vous risquez d'attendre longtemps. Mais bon, sur ce, prenez bien soin de vous. Vivement la faillite. Et à la prochaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.